C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, 4 mémoriaux du génocide des Tutsis au Rwanda intègrent le patrimoine mondial de l'UNESCO. Une décision qualifiée d'historique par les autorités qui considèrent que cette décision va aider à sauvegarder la mémoire. Nous serons à Kigali dans ce journal. Le discours devant l'Assemblée générale de l'ONU de Mamadi Doumbouya. Il a fustigé ceux qu'il appelle les vrais putschistes, faisant allusion aux dirigeants qui modifient la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Les réactions à Conakry dans ce journal. Et puis le Bénin, champion du monde des cantines scolaires. Le pays est passé de 30% des écoles dotées de restauration en 2017 à 75% aujourd'hui. Un défi relevé qui encourage de nombreux enfants à rester scolarisés. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Une décision historique, c'est ainsi que la porte-parole du gouvernement rwandais a qualifié l'annonce de l'UNESCO 6 mois avant les 30e commémorations annuelles du génocide contre les Tutsis. 4 mémoriaux sont entrés cette semaine au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aucun site mémoriel n'avait été inscrit depuis celui d'Hiroshima en 1996. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. Au moins 1 million de Tutsis ont été tués lors du génocide en 1994 selon les Nations Unies et le gouvernement rwandais. Plusieurs centaines de milliers de dépouilles ont été retrouvées et enterrées à travers 250 mémoriaux érigés dans le pays. L'UNESCO a choisi d'en inscrire 4 au patrimoine mondial cette semaine. L'un d'eux est à Kigali où chaque invité de marque des autorités doit visiter le site de Gisozi au centre de la capitale. C'est un passage obligé et il est rare de quitter les 1000 collines sans fouler le sol du plus grand mémorial du pays où reposent les dépouilles d'au moins 250 000 personnes. Le fait d'être inscrit au patrimoine mondial est très important pour notre lutte contre l'idéologie génocidaire et conserver notre mémoire collective. Nous allons travailler avec l'UNESCO sur différents projets de conservation de la mémoire avec nos archives, mais aussi sur les recherches et l'éducation. Le mémorial de Bicécéro est aussi inscrit à l'UNESCO. Il symbolise en partie, je cite, l'échec profond des troupes françaises lors des massacres de Tutsis dans les collines de l'ouest du pays. Selon les conclusions du rapport de l'historien Vincent Duclerc, des associations accusent encore l'armée française de complicité de génocide et d'avoir abandonné des civils lors de l'opération Turquoise fin juin 1994. La justice française, on le sait, avait prononcé un non-lieu dans cette affaire en septembre 2022. Et puis 2 autres mémoriaux à Nyamata et Murambi, où des tueries ont lieu dans les écoles et églises, ont aussi été classés. Et puis sachez que les États-Unis ont placé le Rwanda sur la liste CSPA de pays qui utilisent des enfants soldats. Washington a décidé de restreindre sa coopération militaire avec Kigali. La raison invoquée, le soutien du Rwanda au M23 qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous le disais en titre, Mamadi Doumbouya, à la tribune de l'ONU, le président de la transition guinéenne a prononcé un discours d'une dizaine de minutes où il a pointé du doigt ceux qu'il qualifie de vrais putschistes, les cols blancs qui, selon lui, modifient la loi pour se maintenir au pouvoir. Les réactions à Conakry avec notre correspondant Malik Diakité. Retransmis en direct à la RTG, la télévision nationale guinéenne, le discours du colonel Mamadi Doumbouya à la tribune des Nations Unies n'est pas passé inaperçu à Conakry. Un discours principalement axé sur les causes de son coup d'État le 5 septembre 2021 contre le régime d'Alpha Condé. Le président de la transition a aussi dénoncé la politique occidentale envers l'Afrique. Pour finir, il estime que la CEDEAO doit cesser de se mêler de la politique des pays africains. Un discours panafricain selon des Guinéens que nous avons rencontrés dans les rues de Conakry. C'est un discours de fierté, c'est un discours en un mot, il a résumé la cause des coups d'État en Afrique. Simplement dire que les hommes qui viennent au pouvoir, c'est nécessaire que les gens respectent leur engagement. Si les hommes respectent leur engagement, il n'y aura plus de coup d'État en Afrique. Mais c'est un discours de fierté de l'Afrique et les Guinéens. Au siège de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, une coalition opposée à la gestion de la transition en cours, les réactions sont tout autres.
Écoutez, nous disons que le discours du colonel Mamadi Doumbouya ce soir est totalement vide et cela n'honore pas notre pays. Il s'est livré à un véritable réquisitoire contre la démocratie, contre la communauté internationale, mais surtout les leaders politiques. On attendait mieux, n'est-ce pas, de ce discours-là, qui nous disent ce qu'ils ont fait sur le terrain depuis leur accord dynamique avec la CEDEAO. Mais je disais tout à l'heure que nous n'avons entendu rien de tout ça et c'est ce qui nous rend perplexes. Les principaux partis politiques du pays qui dénoncent une gestion, je cite, unilatérale de la transition, comptent se retrouver dans les prochaines heures pour annoncer de nouvelles manifestations contre les militaires au pouvoir. On vous parle ce soir de l'offensive diplomatique du chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan. Depuis le début du mois, il multiplie les déplacements à l'étranger, Égypte, Turquie ou Qatar. Aujourd'hui, il est à New York pour s'adresser à la tribune de l'ONU. Quels sont ses objectifs? Élodie Cousin a rencontré Hassan Khanedjen, le directeur de l'Institut Horn, spécialisé dans la diplomatie en Afrique de l'Est. Écoutez. Pour moi, le général Burhan recherche à la fois une reconnaissance internationale et de la légitimité, alors qu'il est impliqué dans un conflit avec son ancien adjoint, Hemedti. Et donc, c'est une tentative pour obtenir une légitimité internationale, mais aussi une reconnaissance au sein du Soudan et dans la région. Le général Burhan s'est récemment rendu en Égypte, au Qatar ou encore en Turquie. Que peut-il espérer de ces visites diplomatiques ? Vu la situation dans laquelle il se trouve et la situation militaire sur le terrain, le général Burhan cherche avant tout à obtenir le soutien de ses voisins. N'oublions pas que l'Égypte soutient Burhan depuis des années et que le Soudan du Sud le connaît très bien, aussi bien en tant que chef de l'armée qu'en tant que chef d'État. Cette offensive de charme régional est donc très importante pour lui, car elle lui permet de se créer un profil en vue de négociations, si négociations il y a, avec ce qu'il présente comme un mouvement rebelle. Et donc, est-ce que ces visites diplomatiques peuvent laisser entendre que le général se trouve dans une situation désespérée ou bien s'agit-il de visites diplomatiques normales? Ces voyages peuvent être considérés de deux manières. D'un côté, cela peut être vu comme un signe de désespoir, parce qu'il n'a pas réussi à déloger les paramilitaires de la capitale. Mais de l'autre, il est aussi en mission pour essayer de se distinguer d'Hemedti, qui est accusé de nombreux crimes et qui a une histoire très mouvementée dans la milice Janjaweed, qui est bien sûr accusé de nombreuses atrocités au Soudan. Est-ce que le chef des forces de soutien rapide, le général Hemedti, pourrait adopter la même stratégie diplomatique? Bien sûr. En réponse aux manœuvres actuelles de Burhan, nous verrons probablement Hemedti entreprendre des actions similaires. En commençant, je pense, sur le continent, puis au Moyen-Orient où il a des partisans, ainsi qu'ailleurs. Mais la question de savoir si cela aura un impact ou non, je pense que cela va dépendre de la capacité de chacun à obtenir des alliés de son côté. Le président sénégalais au micro de France 24, Macky Sall, était à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'est exprimé sur une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Il a également évoqué la situation intérieure de son pays avec l'affaire Ousmane Sonko. Écoutez-le, il répondait aux questions de Marc Perelman et Christophe Boisbouvier. Cette dernière option militaire ne saurait être faite que lorsque, véritablement, toutes les pistes auraient été épuisées et que, surtout, le pays qui est la nation cadre, dans ce cas, qui est le Nigeria, frontalier, lorsqu'il jouera son rôle dans cette option, les autres pays sont tout à fait prêts pour jouer leur partition. Donc elle reste mais sur je pense que l'option est sur la table. Maintenant, quand est-ce qu'elle se fera? Ça, je ne sais pas encore. Son dossier est pendant devant la justice. Je me défendrai de faire quelconque commentaire là-dessus. Je voudrais simplement signaler qu'il y a quelques mois, on disait que tout cela était dû au fait que le président voulait faire un troisième mandat. Bon, maintenant, on ne parle plus de troisième mandat, mais on veut éliminer un adversaire. Ce sont des arguments qu'on peut entendre toujours sur la scène politique. Mais en ce qui concerne le dossier judiciaire, je ne ferai aucun commentaire. Voilà, vous pourrez regarder l'entretien dans son intégralité sur notre antenne à 23h10, heure de Paris. On part à présent au Bénin. Le pays a lancé depuis 2017 le programme des cantines scolaires pour encourager
les filles et les garçons à rester scolarisés. En mai dernier, le Programme alimentaire mondial a désigné le Bénin comme champion du monde des cantines scolaires. Le taux de couverture est passé de 30 à 75% en 6 ans. Je vous propose de regarder ce reportage d'Emmanuel Sodji et de Cynthia Aigron. Dernier préparatif en ce jour de rentrée pour Hélium. À l'heure du déjeuner, elle n'aura plus à parcourir des kilomètres à la plus grande satisfaction de son tuteur. Depuis que son école s'est dotée d'une cantine, ses résultats scolaires se sont inversés. Moins fatiguée, elle bénéficie de plus de temps libre pour réviser ses cours. Son niveau a changé et puis elle fait partie des 5 premiers, ce qui n'était pas le cas les années antérieures. Dans cette école du sud-ouest du Bénin, située au bout d'une piste dans le département du Mono, l'ouverture de la cantine en mars dernier a fait bondir le nombre d'inscriptions en quelques mois. L'effectif a grimpé de plus de 25%. Les parents se disent qu'ils sont soulagés du fait que les enfants ont au moins un repas chaud par jour à l'école. 75% des écoles primaires publiques du Bénin sont désormais équipées de cantines scolaires, presque 3 fois plus qu'en 2017, au moment du démarrage du projet initié par le gouvernement béninois. Sa priorité, cibler les enfants des milieux défavorisés. Il a été noté un fort taux de déperdition scolaire et parmi les causes les plus accentuées se trouve le fait qu'il y ait des difficultés dans les familles qui ne permettent pas de maintenir les enfants à l'école juste parce qu'ils n'ont pas de quoi les nourrir. Pour couvrir toutes les écoles d'ici à 2026, le gouvernement a l'appui logistique du Programme alimentaire mondial. Il est chargé de contrôler l'utilisation des vivres par le biais de partenaires locaux. Des jardins potagers au sein des écoles et des producteurs locaux alimentent également les cantines scolaires. Le Bénin est déjà actuellement considéré comme un modèle au niveau non seulement de l'Afrique, mais vraiment au niveau mondial, autour de l'alimentation scolaire. Et beaucoup de pays, en fait, aimeraient vraiment bénéficier de ce partage d'expériences. Et c'est déjà des choses qui sont en cours. Selon les chiffres officiels, le taux de décrochage scolaire en primaire a reculé de 4% depuis la mise en place de ces cantines au Bénin. Avant de se quitter, on vous parle de Birima, une œuvre signée Youssou N'Dour. Jouée au Théâtre du Châtelet à Paris, l'artiste à la renommée internationale signe son tout premier conte musical. Ce spectacle, accompagné de danse, raconte l'histoire du roi Birima Ngone Latir Fall, qui a régné de 1855 à 1859 au Cayor, un royaume précolonial situé à l'ouest de l'actuel Sénégal. Je vous propose d'écouter Youssou N'Dour. Il répondait aux questions de Valériane Gauthier. Avec les temps que nous vivons aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec cette jeunesse aussi qui a son style, je pense qu'il est normal qu'on amène sur la table l'histoire. Ça leur permet de mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde d'avant. Et avant la colonisation, nous avions quand même nous fonctionnions autrement. Et je pense que les jeunes ont besoin de connaître cela. Voilà, et on va se quitter en musique sur ces belles images d'Armelco, d'Élodie Redknack et de Valentine Herba. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.